Vous me demandiez, je n'ai pas traité ça, d'expliquer dans les détails la complexité de ces textes performances. Je ne l'ai pas expliqué chez les Palawans. Vous voulez que je le fasse? Oui, parce que... Je disais tout à l'heure que chaque épopée met en scène, met en récit chanté, un problème d'alliance de mariage. Alors il y a toutes les formes de l'alliance de mariage des Palawans. Le veuf qui veut se remarier, le rapt d'épouse, l'inceste, l'enlèvement, le agao, quand on enlève une épouse d'un homme, et ça donne des drames. Et ce drame va conduire à une crise du monde et à une guerre ou à un conflit, à deux personnes, un duel, qui est l'acmé de l'épopée. Et puis après, une retombée, et on reva de l'adharma en sanskrit au dharma. On va d'un ordre détruit à un ordre reconstruit. C'est ça la trajectoire d'une épopée. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un conte, c'est pas la même chose. Et on le fait en chantant. Alors, en principe, on pense que c'est toujours en vers. Non. Chez les Palawans, ce sont des groupes de respiration. C'est Rouget, Gilbert Rouget, qui avait trouvé ce concept en le prenant d'ailleurs à Michel Léris en Éthiopie. Il avait trouvé cette formulation. C'est-à-dire que le barde inspire et expire mélodiquement jusqu'à la fin de son souffle un énoncé cohérent, compréhensible pour autrui et qui prend l'allure d'une courbe mélodique chantée. Et tout l'art, c'est de choisir l'énoncé qui va suivre votre capacité respiratoire et qui va en même temps vous permettre d'émettre un énoncé complet et compréhensible par autrui, par l'auditoire. Si vous mettez un énoncé bancal, si vous avez un souffle long et que votre énoncé est court, vous devez mettre des ornementations, des béquilles de la voix. Mais si votre souffle est court, comme était le cas de Massine, alors qu'au Sou, il y avait un souffle long, eh bien, vous devez, dans votre capacité respiratoire, énoncer, former, générer un énoncé complet. Et comme ça change selon le personnage de formule mélodique, vous voyez un seul homme qui tient ça toute une nuit avec cette myriade de marionnettes sonores qui est sa formule mélodique de chaque personnage. C'est très sioux, hein? C'est très très subtil. C'est pas facile à faire, je ne sais pas le faire. Je sais, quand j'écoute les opéras, je leur ai chanté des extraits de Mann, de Faust. Alors quand je leur expliquais la mise en scène à l'opéra, tout ça, un jour un m'a dit, tout ça se passe dans le 1. Tu vois, pour nous, tout est dans l'atmosphère. C'était très simple, c'est-à-dire qu'ils le rêvent. Ils n'ont pas besoin de tout ce décor fabuleux, de tous ces millions. Tout est dans l'atmosphère, d'autres la langao. C'est-à-dire dans l'espace, plutôt dans l'espace médian. Tout se passe dans l'espace médian, c'est-à-dire que les marionnettes évoluent dans l'espace médian. Ils n'ont pas besoin d'avoir nos mises en scène fabuleuses. Ils ont la fabula dans la tête, quoi. C'était amusant quand on... Alors, comme je connaissais bien les mélodies, je les chantais aussi. Alors, j'étais enchantée, ravie. Mais c'était peu à côté de ce qu'eux faisaient comme performance. C'était rien du tout. C'était des soirs sous la moustiquaire, hein, quand on parle,
On est ensemble, on n'a pas de télévision, on s'ennuie, alors on se raconte des contes. On n'a rien de tout ce falbala. On n'a rien que la forêt, le chant des insectes, des oiseaux, et l'imagination. Kira kira, l'imaginaire, l'imagination, la faculté de créer des mondes. Donc le groupe de respiration est ceux qui font de... Et c'est pas le vers qui font d'une épopée palawa. Et le tout est de trouver votre rythme respiratoire, votre capacité, votre amplitude, votre ambitus, votre amplitude, votre clarté d'esprit pour savoir énoncer, l'ajout des béquilles qui va permettre des ornementations et qui va permettre à votre souffle long d'aller plus loin, tout en restant dans un énoncé concis. Voyez ? C'est très subtil, c'est très compliqué. Alors, fascinée par cette expérience, je me suis dit, quand même, analyser les épopées dans l'archipel, ça serait peut-être très intéressant, parce que doit y en avoir d'autres. Je savais qu'il y en avait d'autres, par Seigneur Manuel à Mindanao, par exemple, chez les Manobo, chez les Bagobo. Et quand j'ai eu ce projet accepté par l'UNESCO, pendant 10 ans, lors de la décade pour le développement culturel, ça s'appelait Route de la soie, route de dialogue, l'étude intégrale des routes de la soie, route de dialogue. J'ai décidé de mettre en œuvre ma conception d'une archive multimédia du XXIe siècle avec la technologie moderne. Alors, je suis allée partout, Sun, tout, j'ai fait le tour de ces choses-là, de ces maisons, pour comprendre quel était l'avenir, quel était le développement. C'était en 90, hein. Moi je préparais déjà ça en 87. J'avais l'idée de la mémoire, d'une archive. Mais je ne savais pas du tout que je ferais un site web de mon archive. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 10 ans de terrain avec les minorités, c'est-à-dire que j'apportais une bourse équivalente à celle d'un maître d'école pour 3 mois, puis je leur montrais comment enregistrer, j'enregistrais avec eux, je leur donnais une copie, je gardais l'original, je le déposais à l'université Ateneo de Manila, puisque c'est le président de cette université qui m'a ouvert les portes des archives. J'ai pu aller dans 15 groupes différents, inspirés par les Palawans, 14 autres groupes. Mais il y en a un où je n'ai pas pu aller, où je n'ai pas pu faire le travail, parce que la personne qui avait fait le travail, qui a eu la dernière bourse, m'a induite en erreur en quelque sorte, et puis elle a eu une attaque, et c'était fini, mais je l'ai revue après, elle n'a rien fait. En fait, elle avait travaillé pour le professeur Constantino Ayupi en linguistique, qui avait aussi recueilli des épopées, et toutes les langues, et fait les phonologies de beaucoup de langues de l'archipel. Et elle, certainement, elle était tiraillée, et elle n'a pas fait d'enregistrement nouveau. Donc, celle-là m'a fait défaut. Un autre groupe m'a fait défaut en confiant les transcriptions que j'ai demandé que 2 maîtresses d'école établissent en fonction, c'était chez les Tibolé, les voisins des Bilan. Elles ont été prises dans la course au pouvoir politique au niveau du lac Sébou. Elles ont donné affaire à n'importe qui m'a donné des textes transcrits n'importe comment, et c'est inutilisable. Ça, c'est mes 2 échecs sur 15 groupes. 2 échecs radicaux. Je ne peux pas publier. Puis, j'ai eu un autre problème, c'est une traduction fallacieuse faite à Mindanao, et je n'ai pas pu la publier non plus parce que je pense qu'il y avait trop de manipulation du sens qui n'était pas acceptable. Donc je ne l'ai pas mise en ligne.
Mais le reste a été très dense et très... Puis surtout, j'ai travaillé beaucoup sur certains groupes. Les Ifugao, avec une femme remarquable qui est décédée depuis et qui était d'un grand savoir sur les épopées, qui chantait elle-même, avec laquelle j'ai enregistré 2 épopées et elle en enregistre 2 autres, plus une passion de la vie du Christ en Ifugao, mise en épopée. Hein, c'est très intéressant. J'ai transcrit, enfin j'ai travaillé sur, avec un grand mathématicien tagaliste remarquable qui a créé une nouvelle façon d'analyser, une analyse hyper structurale du tagalog et qui était un très très bon angliciste aussi, qui a fait une magnifique traduction en anglais de la Passion du Christ telle qu'elle est publiée aux Philippines déjà. Mais moi, je l'ai enregistré 16 heures de chant. Hein. 16 heures, 8 personnes prenant le relais pendant 16 heures. C'était formidable. J'ai travaillé aussi sur les nomades de la mer, beaucoup, avec des collaborateurs très très talentueux et passionnés par ce qu'ils faisaient avec moi. Je suis allée là-bas, j'ai travaillé avec d'autres personnes du nord de Luçon, avec des personnes des Bisayas de Panay, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'épopée à Mindoro. Tout comme il n'y a pas d'épopée chez les Bontok. Il y en a chez les Kalinga, les Ifugao, les Itneg. Il y avait aussi, j'aurais voulu aller dans la partie est de Mindanao, chez les Mandaya, les Mansaka, parce que là, je sais qu'il y avait des épopées. Mais je n'ai pas pu y aller. Et puis, je n'ai pas recommencé le travail sur les Bagobo et les Manobo, fait par Arsenio Manuel d'une part, et l'autre, c'était une femme remarquable qui a travaillé avec les épopées Manobo. Mais Agiu est un personnage qui couvre différentes ethnies, comme vous me disiez chez les Inuits. Donc il faut aborder l'épopée comme une immense mosaïque interculturelle. Donc vous ne faites que des éléments, vous n'apportez que des éléments au grand puzzle qu'est Agiu et qui couvre Mindanao. Alors là, il y a beaucoup à faire encore. Mais vous voyez, ils ne le font pas. On ne le fait pas. C'est ça que je regrette. Il vient d'avoir un grande messe sur l'épopée nationale aux Philippines. Je ne sais pas ce qu'ils ont apporté de nouveau. Il y a eu de grands Philippins qui ont travaillé sur ça, mais à ma connaissance, actuellement, il n'y en a pas dans la jeune génération. Elle s'appelait Elena Makiso, celle qui a travaillé sur les épopées. Son archive, je l'ai retrouvée à Dumaguete, à Silingan, à l'université à Dumaguete. Travail formidable. La voix était dans un bureau là-bas, les textes là. Vous ne prenez pas les... Vous voyez ? Et j'ai suggéré, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne sais pas si ça a été fait. Je ne peux pas suivre, je suis trop loin. Et quand je suivais les choses, j'étais sur le terrain avec eux. Mais je n'y restais pas toute l'année. Je passais 6 mois de ma vie sur le terrain, pendant 10 ans. Mais différents terrains. C'était très formateur. Alors, vous me disiez le comparatisme. Comment faire du comparatisme quand on est au niveau d'établir les premiers textes? Je ne pouvais pas. Il faudrait que je consacre la fin de ma vie, et je n'ai plus beaucoup de temps, avec une mémoire formidable, comme l'avait Lévi-Strauss, puisqu'il mémorisait tous les mythes, il les connaissait tous, par cœur, pour que j'arrive à brasser cette masse considérable qui est dans l'archive multimédia sur le site web maintenant, accessible à tous, et qui me permettent de voir
je peux voir les points communs, mais les écarts différentiels et, et faire du comparatisme de haute voltige, c'est des textes énormes, énormes. Je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Vous voyez ? Et puis j'ai fait autre chose entre-temps. J'essaie de faire un comparatisme en conviant plusieurs personnes à confronter leur vue. The Songs of Memories in Highland Southeast Asia, c'est un exemple. C'est un livre très riche, très très riche. Je vous ai donné l'image de tout à l'heure, nous l'avons vu ensemble. Mais il y a 4 articles d'ethnomusicologues sur 12, c'est beaucoup. Donc c'est une forme de comparatisme, pas un comparatisme. Chacun essaie d'extraire de ces multiples données, denses données, ce qui est important au niveau musical ou au niveau narratif ou au niveau idéologique. Mais ce n'est pas le comparatisme entre tous les textes. C'est très difficile. On est au début. Il fallait constituer les textes. Vous voyez ? Alors, vous me demandiez mes études sur la musique vocale et instrumentale. Je ne suis pas ethnomusicologue. J'ai travaillé avec les ethnomusicologues. J'ai une sensibilité musicale, mais je n'ai pas la compétence pour déceler une échelle musicale. Donc, je peux donner des informations, je peux faire des analyses organologiques. J'ai fait des analyses sur la voix avec des informaticiens et avec des algorithmes traités par d'autres. C'était des travaux d'équipe. Je ne peux pas travailler seule sur ce domaine. Je ne peux pas. Mais ça me paraît une démarche nécessaire dans le type de documentation que j'ai rassemblée que de pouvoir travailler en interdisciplinarité. Linguistique, anthropologie, ethnomusicologie. C'est pour ça que je fais partie d'un groupe d'ethnomusicologues, même maintenant. Voilà. Alors, l'archive que j'ai constituée, bloc 6, c'est bien sûr dans la perspective de la sauvegarde d'un patrimoine immatériel que tout cela se jouait. Et c'était le grand moment de Intangible Heritage. On a développé la convention à l'UNESCO qui n'existait pas avant. Tout ça se passait avec Rick Smith de Hollande, qui était un grand linguiste et qui a déploré. Il m'a demandé d'écrire un manuel, de contribuer à un manuel. Il n'a jamais publié. C'est dommage, mais il n'a pas eu le temps, parce qu'il essayait de rassembler les États pour qu'ils signent la convention de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Donc après, il est parti à la retraite et je ne sais pas... Ah oui, c'est Madame Duvel qui l'avait remplacé, l'ancienne secrétaire du directeur général de l'UNESCO. Et j'avais travaillé avec son mari quand on avait publié... Il s'appelait Monsieur Rossi. Quand on avait publié Mame Mindin, le livre bleu que vous avez là. J'essaie de voir ce qui n'a pas été... Oui, quand vous me demandiez qu'est-ce que j'ai fait dans les années où j'étais... après l'éclatement du CEDRACEMI, on avait constitué un groupe qui s'appelait Ethnologie comparative de l'Asie du Sud-Est,
parce que chacun prenait une patte du buffle et il n'y avait pas de comparatisme. Alors justement, on a demandé à Charles MacDonald, qui vivait aux Philippines alors, de revenir et de diriger ce groupe. Dourne, moi et d'autres. Et les bornéanistes. Il y avait aussi Jacques Ivanoff avec nous. Vous avez entendu parler de Jacques Ivanoff? Voilà. Donc là, j'ai continué un travail que nous avons dédié à Jacques Dourne, qui s'appelait Sur le terrain d'Ambo, et qui consiste en une anthologie des chants alternés en Asie du Sud-Est. 13 langues. Alors c'est de l'ethnopoétique, mais chacun des membres du Cedrasemi auparavant a continué à travailler, à me donner des éléments, à venir au séminaire pour qu'on fasse ce livre pour Dourne. Vous voyez? Et je l'ai fait pendant 2 ans, dirigé avec Tran Van Khe, qui était un ethnomusicologue vietnamien. Et puis, il a pris sa retraite. Il est mort il y a quelques années. Je suis allée le voir à Saigon. Et j'ai continué toute seule. Mais hélas, on n'a pas fait un CD de ces chants. J'avais les cassettes, mais on n'a pas fait un CD. On n'a publié que les textes transcrits et on n'a pas les voix. Ce que je regrette. Dans mon esprit, il aurait fallu intégrer les voix. Mais c'était intéressant de voir la différence selon les langues, les esthétiques des compositions. Il y avait une série sur les chants de l'amont et puis les chants de l'aval, c'est-à-dire les populations plutôt insulaires et puis les populations des hautes terres en Asie continentale et insulaire. Ça, c'était un moment aussi intéressant. Et ça s'appelait Chant d'amour Asie du Sud-Est. 13 langues, et on l'a dédié à Jacques Dourne, voilà. Qui est mort peu de temps après. Mais c'est quand est paru Pour une anthropologie des voix, il a écrit, il corrigeait avec moi le manuscrit, et c'est-à-dire il était à Baga en Provence, après, je veux dire pas en Provence, après Anduze, à côté d'Anduze. Vous voyez, enfin vous voyez pas, c'est au sud du Massif central, un pays protestant. Et il a trouvé refuge là parce qu'il gagnait 3500 francs par mois. Pourquoi? Parce qu'il avait été missionnaire pendant 18 ans au Vietnam, ou 8 ans chez les Jorai, 15 ans chez les Shré, un truc comme ça, un peu moins, et qu'il est entré au CNRS en revenant du Vietnam, très éprouvé parce que la guerre du Vietnam l'avait obligé, l'évêque lui avait demandé de partir. Il était très affecté, très malheureux. Il a intégré le CNRS. Mais il n'avait que 14 ans et demi d'ancienneté. Et le CNRS n'a pas voulu lui accorder 15 ans. Donc il avait une retraite modique, modeste. Et c'est moi qui ai fait le discours de départ. Et on lui avait rassemblé de l'argent pour qu'il puisse acheter une voiture parce qu'il voulait partir en bicyclette. Alors, je lui ai dit, nous ne voulons pas que vous fassiez le Dahu. Alors on lui a offert une magnifique petite voiture électrique. Il l'a achetée en arrivant là-bas. Il est parti en voiture, il savait à peine conduire. Il est monté sur une côte, il a fait exploser la voiture, c'était fini. Le matin même, c'était fini. Tout l'argent que j'avais rassemblé pour qu'il ne fasse pas le Dahu sur les chemins. C'était un personnage très, très... Lévi-Strauss, que j'ai vu après sa mort, m'a dit « c'était un homme rare ». C'est ça. Et j'ai écrit dans l'Encyclopédia Universalis
une chose sur sa vie. Dans l'Encyclopédia Universaliste, vous savez, chaque année, il publie... Maintenant, ils se sont mis en informatique, je ne sais plus comment ça marche, mais à l'époque, c'était par gros livres, annuels. Et dans l'annuel de la mort de Dawn, qui a suivi, j'ai fait... parce que j'ai écrit avec lui un article sur l'oralité, les littératures orales en Asie du Sud-Est. Et lui avait écrit quelque chose sur la mémoire, et moi j'ai après écrit sur l'épopée, pour l'encyclopédia. Donc on avait travaillé ensemble. Voilà. C'est pour vous dire qu'on ne travaille jamais tout seul dans ces disciplines.